Est-ce que vous auriez eu le cardio d'Hayao Miyazaki? Yo, la troupe s'émotive et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale, dans un format aussi assez spécial, parce que j'ai envie de vous parler de ce bonhomme-là. Vous le connaissez tous, Hayao Miyazaki, plus grand réalisateur d'animation japonais de tous les temps, plus grande personnalité de l'histoire de l'animation tout court, seul réalisateur japonais à avoir gagné un Oscar. Les studios Ghibli, c'est universel, c'est intemporel, bref. J'avais envie de vous parler de lui parce qu'on connaît tous un petit peu l'aura du personnage, ce qui s'est dégagé au fil du temps, comme étant ce génie absolu, cet artiste accompli avec son propre univers qui a touché la planète entière, cette personnalité forte et affirmée qu'est Hayao Miyazaki. On connaît tous un peu les récits qu'il y a autour de lui, qui le mystifient, le déifient presque, comme une figure de créativité, ouais, absolue, quoi. Un mec qui n'a jamais douté, qui a toujours eu sa vision et qui a fini par la et qui a directement parlé, en fait, au plus grand nombre, quoi. Sauf qu'avant tout ça, avant Ghibli, avant le succès, avant l'Oscar, il y a une autre histoire qui je trouve, est très peu racontée, alors qu'elle est encore plus intéressante selon moi et pour moi, elle est pas rabaissante. Elle ne démystifie pas le personnage, mais bien au contraire. Elle montre d'autres qualités qui, je pense, pourraient tous nous servir en tant qu'artistes et nous rappeler que le chemin est long. Ce qu'il faut savoir, c'est que Miyazaki, avant de créer les studios Ghibli, ça faisait déjà 20 ans, plus de 20 ans, 22, 23 ans qu'il était dans le monde de l'animation. Il a commencé à Toei Doga, donc anciennement appelé l'ancien nom de Toei Animation. Avant même, il voulait pas faire de l'animation, il était plutôt dans le manga. Il préférait le manga. Et c'est quand il regarde Le Serpent Blanc, un film de Toei Doga, donc notamment animé par Yasuo Otsuka, qu'il a kiffé l'animation et qu'il s'est mis en tête de vouloir faire de l'animation. Et du coup, il a rejoint le studio, il a retrouvé donc son premier mentor qui est Yasuo Otsuka, et il va travailler comme ça en tant qu'intervalliste, c'est-à-dire faire les dessins un petit peu entre les poses clés. Pour ceux qui connaissent un peu l'animation, en gros les dessins pas très importants. Donc il va commencer comme ça à la vingtaine, 22, 23 ans comme ça. Et dans le studio, il va rencontrer un autre de ses mentors, un autre personnage qui l'a beaucoup jalousé, qui l'a beaucoup complexé, mais qui en même temps était son mentor, son grand frère, qui l'a beaucoup inspiré et auquel il a que des beaux mots. Bah, c'est Isao Takahata. Il va rencontrer Isao Takahata, qu'il appelle Paku-san, qui lui est un jeune réalisateur aussi, qui dessine pas, mais qui a pas mal d'idées et qui va se voir se faire confier par la Toei Doga, donc son premier film qui va être Horus, le prince du soleil. Takahata va donner à Miyazaki un rôle qui va être très important de comprendre là. Il va lui donner le rôle un petit peu, je sais pas comment le décrire, mais ce serait un petit peu, ouais, le concept artiste principal. Celui qui va donner les idées visuellement en faisant des, espèces de concept art en couleurs pour définir artistiquement ce que va être un film, ce genre de croquis-là. Si j'en ai pour Son of Horus, je vous les montre. Tac, 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 voilà, ce genre de truc. C'est ce genre de dessin. En réalité, c'est ce genre de dessin. Très sketch, en couleurs, que Miyazaki produit assez tôt dans la production, c'est de la pré-production. Et ça permet de définir un peu les décors, l'ambiance, les couleurs, le chara-design des personnages. Et le rôle de Miyazaki, en fait, c'est d'en faire plein. Il va vraiment en faire plein, vraiment toute la journée, il va faire que ça. Ça va être une véritable force de proposition. Il va en faire vraiment énormément, c'est ce qui va plaire à Takahata. Donc ils vont bosser ensemble sur ce film, et après, pendant 20 ans,
Ils vont bosser, donc lui, Yasuo Otsuka et quelques autres, personnes aussi qui vont par la suite être aussi dans le studio Ghibli. Ils vont bosser sur énormément de productions d'animation. J'ai plus tous les noms en tête, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais elles vont toutes flop. Et pourquoi elles vont toutes flop? Tout simplement parce que Isao Takahata, Miyazaki, Yasuo Otsuka, toute cette fine équipe-là, ont une vision de l'animation qui, dans les années 70, 60, 70, était vraiment aux antipodes de ce qui était populaire. Ce qui était populaire dans les années 60, 70, c'était plutôt, une animation plus dramatique, expressionniste, symbolique, extrêmement montée, avec des traits durs, avec les espèces de Tommy Hill là, les images fixes, très détaillées. Donc c'est ça qui fonctionnait, avec des univers un peu dramatiques, réalistes, avec une pointe de science-fiction, tout ce qui est Albator ou très urbain, tout ce qui est Ashita no Joe, tout ça. C'est ce qui fonctionnait, mais Takahata, Miyazaki, Otsuka et d'autres, eux, étaient beaucoup plus naturalistes, beaucoup plus contemplatifs, beaucoup plus, aussi doux, cartoon, mettaient beaucoup plus l'accent sur les décors et sur tout un tas de trucs qui allaient vraiment aux antipodes de ce qui se faisait à cette époque-là. Et ça faisait que, toutes les productions sur lesquelles il bossait, bah, fonctionnaient pas. Notamment une, je le sais parce que j'en ai consacré une vidéo de plus d'une heure dessus. C'est Lupin, la série Lupin. Ils ont repris la série Lupin parce que c'était un fiasco de base. Ils l'ont repris, ils bossaient énormément, mais vraiment énormément. Ils se sont tués à bosser nuit et jour pour faire en sorte que cette série fonctionne. Finalement, elle n'a pas fonctionné. C'était encore pire. Ils ont été virés, ils ont été changés, et par la suite, Lupin a percé. Ça, c'est pas arrivé qu'une fois. Dans pas mal de productions, Takahata et Miyazaki viennent dessus, ils bossent à fond dessus, ils mettent toute leur vision, aussi très européenne, hein, parce qu'ils étaient vraiment fans de l'Europe. Ça bide, ça foire, le studio change de réalisateur, ça fonctionne mieux par la suite. Imaginez-vous un peu le ressentiment. Genre Miyazaki disait qu'il pensait vraiment qu'ils étaient, mais vraiment maudits. Genre vraiment maudits, maudits, quoi. Et des fois, en fait, c'est juste la faute à pas de chance. Je pense à Fifi Brin d'Acier, une production sur laquelle ils avaient beaucoup bossé, Takahata, Miyazaki, qui était très prometteuse, qui devait adapter un conte de Andersen. Ils avaient fait le voyage en Europe pour s'imprégner, faire des dessins préparatoires là-bas, à peu près tout, quoi. Et à la dernière minute, bah, l'auteur du conte a refusé l'adaptation, a refusé de céder les droits. Donc, la faute à pas de chance. Tout ce travail de pré-production qu'ils avaient commencé à faire sur Fifi Brin d'Acier, ils l'ont réinvesti sur, je sais pas si vous connaissez cette série, Panda, Panda Petit Panda, un film d'animation, donc aussi fait par Miyazaki et Takahata, qui reprend pas mal du boulot qu'ils avaient fait sur Fifi Brin d'Acier. Comme d'habitude, il a flop. Ils vont finir par connaître le succès avec Heidi la fille des Alpes. Je pense que vous connaissez Heidi la fille des Alpes. Et là, on pourrait penser que ça y est, c'est le décollage, c'est bon. Sauf que Heidi fille des Alpes, c'est l'œuvre de Takahata. Miyazaki a vraiment senti sur cette production qu'il était plus du tout dans le même délire que Takahata. Leurs différences stylistiques commençaient vraiment à s'appuyer, là où Takahata est beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus terre à terre. Miyazaki a une pointe de fantaisie en lui, une pointe un petit peu de féerie aussi. Et chose réclamée, chose due, Miyazaki va avoir après ça sa première série d'animation qui va lui être confiée en tant que réalisateur, où il va vraiment pouvoir implémenter ses idées, sa vision, tout, tout, tout. Une excellente série d'animation d'ailleurs, une de mes préférées. Je sais pas si vous la connaissez, Conan Fils du futur. Conan Fils du futur, une série un peu SF post-apo,
très Miyazaki dans le concept. On commence à avoir ces caractéristiques de personnages, qui commencent à revenir et tout et ça a flop et ça a flop. Après ça, va lui être confié le film Lupin, Lupin le château de Cagliostro. Hop, tac, 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 ouais. Lupin le château de Cagliostro, un film dont j'ai consacré une énorme vidéo d'une heure et demie, enfin non pas d'une heure et demie, d'une heure, d'un peu plus d'une heure. Il avait bossé donc sur la série Lupin avec Takahata et ça a floppé. Derrière, ils ont mis, de nouveaux réalisateurs et la série est repartie un peu plus à la hausse. Donc, ils voulaient capitaliser sur le succès récent de Lupin et ils avaient besoin d'un réalisateur pour réaliser un film. On a proposé Miyazaki. Miyazaki a réalisé Le Château de Cagliostro, qui est un des meilleurs Miyazaki, mon Miyazaki préféré et un des meilleurs Miyazaki qu'il ait jamais réalisé. Il a toutes les qualités d'un Ghibli classique qu'on connaît, d'un Totoro, d'un Chihiro, d'un Mononoke. Mais il a en plus cette féerie, cette magie. Mais il a en plus cette féerie, cette comédie, cet humour, cette insouciance, cette naïveté qui est vraiment super bien et cette féerie aussi. C'est un peu un conte de fées très spécial, très romanesque, très aventure un peu, de KPDP, cinéma français et cetera. C'est vraiment un film top qui éclate et enterre, dans la poussière tout ce qui se faisait, dans les années, 70, enfin fin 70 parce qu'il est sorti en 1979. Il est absolument incroyable le film, mais il va flop. Il va flop parce que c'est pas l'ADA de l'époque. Ça s'éloigne beaucoup trop. Et là, c'est terrible. Et c'est là où Miyazaki va vraiment euh, être carrément presque en dépression parce qu'après ça, il va continuer à sortir quelques épisodes sur la série Lupin. Il va continuer, il va commencer plutôt à réaliser une autre série, Sherlock Hound, donc Sherlock Holmes en version canin. Pareil, flop sur flop. On va le changer sur Sherlock, on va mettre un autre réalisateur et ça va encore fonctionner. Et c'est là où il se dit: «Mais tout ce que je touche, en fait, ça devient du plomb, quoi». Lui, il transforme l'or en plomb, plutôt que le plomb en or. Mais heureusement, après ça, il va décider de revenir et c'est donc à 44 ans, en 1982 ou 1984, je sais plus trop, que Miyazaki va se décider d'adapter un des mangas sur lesquels il bossait pendant cette période-là, Nausicaa la vallée du vent et là, c'est le succès. Là, c'est le succès. Succès instantané, considéré comme un chef-d'œuvre instantanément. Et après ça, il va fonder le studio Ghibli, le cofonder avec Takahata et les autres. Et après, l'histoire, vous la connaissez, jusqu'à l'Oscar, jusqu'à la légende. Et cette histoire de Miyazaki, moi, elle me parle beaucoup. Et je trouve qu'elle est très peu racontée parce qu'on a un peu trop tendance à mystifier Miyazaki comme étant un génie absolu, comme étant voilà, cette personne forte-là qui a toujours eu sa vision, voilà, qui a toujours été au-dessus des autres, en avance et que tout a été entre guillemets «facile» pour lui, que c'était naturel et que voilà, tout lui revenait de droit. C'était carrément instantané, mais pas du tout. Miyazaki, toute sa vision du cinéma, il la doit en grande partie déjà à Takahata. C'est en travaillant comme un acharné, comme un chien pratiquement pour Takahata, c'est en se pliant aux contraintes de l'industrie japonaise pendant plus de 20 ans, en faisant des nuits blanches pour des productions où ça le virait sans concession, où tout était dicté par l'audimat, qui s'est forgé son style. C'est avec toutes ces expériences-là, en fait, qu'il s'est forgé son style. Que ça soit Heidi, la fille des Alpes, Lupin, Sherlock, toutes ces productions-là ont enrichi l'homme et l'artiste qu'il est devenu. Et après, il a connu le succès avec Nausicaa, mais il avait déjà plus de la quarantaine passée, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il était dans l'industrie. Donc c'était pas un succès rapide, c'était pas un succès immédiat, c'était pas voilà, acquis, c'était un processus.
Pourtant, je pense que Miyazaki était un artiste qui avait énormément de talent de base. On le voit même quand on remonte, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent de base, mais pour moi, la plus grande qualité de Miyazaki, c'est plus son abnégation, sa résilience et le fait que c'était un aussi quelqu'un de très impliqué à chaque fois, qui touchait à tout. Comme j'ai dit, bah, il faisait ses concept arts, mais il touchait aussi au chara-design, il touchait aussi à de l'animation. Là, c'est toutes les animations qu'il faisait lui-même. Il touchait aussi au décor, il était extrêmement curieux, force de proposition, un acharné de travail. C'est quelqu'un qui mettait du cœur à chaque fois, alors que franchement, l'industrie lui rendait pas du tout, hein. Il avait pas les stats, il avait pas vraiment la reconnaissance. Bon, au fur et à mesure de cette décennie-là, de 70 à 80, notamment aux États-Unis, il commençait à avoir une petite réputation. Il avait à la fois la réputation du loser, mais en même temps, surtout aux États-Unis, surtout, en dehors du Japon, il commençait à avoir la réputation d'être un petit peu un révolutionnaire avec Takahata. Notamment, bah, comme je disais, les gars de chez Disney, ils ont vraiment, été submergés par le travail, de ces 2 là. Mais voilà, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ces qualités-là qu'il faut aussi retenir chez Miyazaki. Comme je l'ai dit, résilience, abnégation, dévouement, humilité au début, mais aussi, dans le même temps, une confiance inébranlable à son travail. Enfin, pas inébranlable, parce que comme je l'ai dit, il a traversé une période de dépression où il a failli arrêter l'animation. Il a failli arrêter tout, mais au final, il a fait confiance à son sens artistique, à sa vision, jusqu'au bout. Et je pense même que, le fait qu'il reprenne l'animation après cette grosse période de creux, en adaptant un des mangas qui le faisait kiffer lui, qui dessinait, un peu sur le côté, en dehors des productions, de son boulot qu'il faisait, bah, ça montre que, bah, il s'est fait plaisir. Il est revenu aux fondamentaux, à la base de ce qu'il voulait faire, des histoires qui lui faisaient plaisir, même si ça allait aux antipodes de ce que l'industrie faisait. Lui, ses critères, c'était pas les statistiques, c'était pas l'audimat, c'était vraiment, son ressenti à lui et voilà ce qu'il voulait faire. Donc le fait qu'il revienne en adaptant un de ses mangas et que c'est marché, c'est beau pour lui. Ça lui a permis de rencontrer le succès que je pense qu'il méritait. Mais voilà, je trouve que c'est important pour nous en tant qu'artistes de voir aussi l'envers du décor, de voir de voir derrière la magie des films, derrière la magie du personnage, l'artiste chevronné, résilient, dévoué qu'il était pour s'en inspirer. Est-ce que vous auriez eu le cardio de Miyazaki? Est-ce que vous auriez pu tenir plus de 20 ans dans ces conditions-là? C'est le mot de la fin, c'est émotive, c'est la communauté qui gagne. À plus dans le bus.